Le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, était au Canada pour une visite d'amitié et de travail. Il a échangé avec les autorités canadiennes. Il a été question de coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Canada. Les députés s'engagent dans la lutte préventive contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ils ont été formés par les experts de l'Institut national d'hygiène publique du ministère de la Santé. Un an après l'attaque de Westgate, un supermarché de Nairobi par des terroristes, le Kenya rend hommage aux victimes. Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de regarder RTI 1. Le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à New York aux États-Unis d'Amérique. Le chef de l'État va participer à la 69e session de l'Assemblée générale des Nations unies qui va se tenir du 23 au 26 septembre sur le thème transformateur de développement pour l'après 2015. Le président de la République, Alassane Ouattara, prendra la parole à la tribune des Nations unies le 26 septembre. Sa communication sera certainement axée sur les sujets d'actualité en Afrique, la sécurité, la politique, l'économie, le social et l'épidémie à virus Ebola. Du 16 au 17 septembre dernier, le ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Dibi Kofi, était au Canada pour une visite d'amitié et de travail. Il a échangé avec les autorités canadiennes. Il a été question de coopération entre les deux pays, la Côte d'Ivoire et le Canada. Sidonie Davila. Côte d'Ivoire, Québec, des relations bilatérales maintes fois renouvelées, mais toujours aussi bien appréciées par les acteurs. Une satisfaction à nouveau constatée cette semaine du 15 au 17 septembre lors de la visite du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, Charles Kofi Dibi au Canada. La visite a débuté par une série de rencontres avec le gouvernement fédéral à Ottawa et s'est poursuivie sur le site de l'aviateur Bombardier à Mirabel près de Montréal. C'est un client qui est au démarrage, alors on a beaucoup d'espoir que ça devienne un grand client pour nous. Alors, c'est important pour nous de développer Côte d'Ivoire parce que c'est un marché qui est vraiment un marché émergent et important. Ici, le ministre a eu l'occasion de visiter l'unité des assemblages d'entrepôts d'avions, mais aussi de s'informer de l'évolution de la commande des avions Q400 passés par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, à travers le général Koulibaly qui en assume la présidence du conseil d'administration, a fait un très bon choix. Surtout qu'on veut démarrer le vol domestique et le vol de très court courrier. Je pense qu'il a trouvé des avions de type adapté. Le Q400, je l'ai regardé, c'est un avion de beau calibre, belle configuration. Et je pense et en plus, le coût opérationnel est assez réduit. Et donc ça permet bien entendu à la compagnie aérienne de rentabiliser son investissement. Moi je souhaite simplement que très rapidement, dans les délais impartis, que la livraison se fasse. Après l'aviateur Bombardier, cap a été mis sur la ville de Saint-Hyacinthe à l'Institut de technologie agroalimentaire. Le ministre Charles Kofi Dibi, avec sa délégation, s'est imprégné de l'expérience canadienne en gestion d'entreprises locales et en technologie des productions animales. Ce moment a aussi favorisé une rencontre avec la quinzaine d'étudiants ivoiriens inscrits à l'Institut agroalimentaire de Saint-Hyacinthe. Le séjour du ministre d'État, ministre des Affaires étrangères Charles Kofi Dibi au Québec a pris fin sur une audience avec son homologue Christine Saint-Pierre, ministre des Relations internationales et de la francophonie. Autre sujet, le rassemblement des jeunes républicains a un nouveau président. Il s'agit du député de la circonscription de Bouna, Tikwete Dassansan. Il succède à Karamoko Yayuro, président sortant. Il a obtenu 600 voix contre 574 voix pour son poursuivant en direct, Kangbe Yayuro Charles. Ahmed Traoré, Léon Brou. 0 heure ce dimanche, au Palais des Sports de Trècheville, les travaux du 3e congrès du RJR, le Rassemblement des jeunes républicains, se poursuivent pour le toilettage et l'adoption des textes et résolutions. Au bureau électoral, on peut déjà annoncer les couleurs du processus de vote pour désigner le président du RJR. 3 heures, installation du dispositif de vote, puis place à chacun des 29 candidats pour convaincre les 3500 congressistes. Le grand oral dure 3 minutes par prétendant au fauteuil présidentiel du RJR. Des ralliements aux candidats Dassansan et Charles Niaouré se font enregistrer, donnant du coup ces deux grenadiers voltigeurs pour favoris de la course à la présidentielle. Mais
Pour le comité d'organisation, seule la fin du processus de vote peut situer sur le vainqueur. Il peut toutefois rassurer sur la transparence. Difficile toujours de savoir qui succédera à Karamoko Yayoro à la tête du RJR, les dépouillements en cours ayant ajouté au duo favori un troisième candidat à la personne de Diané Ibrahim. Dans tous les cas, un des 29 candidats sera élu président du RJR ce dimanche, date de clôture du 3e congrès. Les dispositions sont déjà prises par le comité d'organisation. Voilà, et nous vous le disions, le Rassemblement des jeunes républicains, donc un nouveau président. Il s'agit du député de la circonscription de Bouna, Tikwete d'Assansan. L'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a présenté le diagnostic analytique des tendances de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire. C'était à l'hôtel du district d'Abidjan. On en parle avec Ahmed Traoré et Abou Sanogo. Organe de veille et d'alerte précoce, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale est chargé de fournir aux décideurs des informations stratégiques. Objectif, les aider à définir des politiques, programmes et projets aux besoins des populations. Et également aboutir à court terme à l'élaboration d'un plan stratégique d'intervention. La solidarité et la cohésion sociale sont de nos jours affichés comme des éléments indispensables pour parvenir à un développement durable. Pourtant, la notion de solidarité est une valeur cardinale qui existait autrefois dans toutes nos sociétés africaines. Pour soutenir les actions de gouvernement qui consistent à rendre la Côte d'Ivoire émergente à l'horizon 2020, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a produit un rapport sur le diagnostic analytique des tendances. Il s'agissait de faire en sorte que la population puisse connaître les résultats des travaux que l'Observatoire a organisés tout au long de cette année. Et c'est pour cela que nous avons profité de la quinzaine de la solidarité pour présenter le rapport sur les tendances de la cohésion sociale, l'équipe de campagne sur la communication en matière de solidarité et cohésion sociale et puis la commission locale d'Abobo. Créé en 2008 après les accords politiques de Ouagadougou, l'Observatoire de la solidarité et de la cohésion sociale a véritablement commencé à fonctionner à partir de 2012. Le ministre de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l'Enfant a remercié et félicité ces structures pour le travail déjà abattu et l'exhorte à en faire davantage. Le programme de relèvement et de réintégration communautaire de l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration a organisé un atelier. Il a été question de prévention et de gestion de conflits au profit des leaders communautaires et des ex-combattants. Emmanuel Mien. Une journée pour donner aux leaders communautaires et aux ex-combattants les rudiments pour prévenir et gérer les conflits. L'initiative du programme de relèvement et de réintégration communautaire, une des composantes de la DDR, l'autorité pour le désarmement, la démobilisation et la réintégration, vise à créer la cohésion entre les ex-combattants et les différentes communautés. Les activités de réintégration communautaire et de cohésion sociale accompagnent la réintégration des ex-combattants. Parce qu'à la DDR, lorsque l'ex-combattant est désarmé, il est démobilisé, il a un projet. Mais lorsqu'il a un projet, il va quitter le camp militaire pour aller s'installer dans une communauté. Donc il arrive dans la communauté, pour que ce ex-combattant soit accepté par la communauté, nous menons des actions de réhabilitation d'infrastructures, des actions de cohésion sociale. Au terme de la formation, les participants devront être capables de prévenir un conflit naissant, de savoir communiquer en période de crise et de savoir utiliser les techniques de réconciliation, de négociation et de médiation des conflits. Le bon leader communautaire, ce sera, en dehors des qualités de leader que tout le monde connaît, ce sera quelqu'un qui est au service de sa communauté, qui est disponible, qui aide les uns et les autres à régler leurs problèmes, mais toujours en ayant à l'esprit que la plus-value que le leader peut apporter, c'est quand il aide non seulement à la résolution d'un problème, mais qu'il aide surtout à ce que les relations entre les différentes parties en conflit soient sauvegardées après le règlement des problèmes. Les participants se disent satisfaits des enseignements reçus. Ils assurent que les leçons apprises seront mises en pratique au moment opportun. Pour régler un conflit, il ne faut pas se limiter aux conséquences. Il faut connaître les sources du conflit. Qu'est-ce qui a entraîné le conflit? Qu'est-ce qui est à la base du conflit? En arrivant à la maison, je pense bien que je mettrai ça en pratique pour pouvoir me réconcilier avec mon voisin direct, avec qui depuis un certain nombre d'années, nous avons des relations vraiment tendues.
Cette formation a réuni une cinquantaine de personnes. Elle a été possible grâce à l'appui financier du Fonds japonais et du PNUD. Les anémies et les cancers sont deux maladies qui préoccupent et posent parfois des problèmes de santé publique. Ces deux maladies ont constitué le thème principal d'un congrès scientifique, celui de la Société ivoirienne d'hématologie, oncologie, immunologie et de transfusion sanguine. Christelle Ménard. C'est le deuxième congrès scientifique de la Société ivoirienne d'hématologie, oncologie, immunologie et transfusion sanguine, CIOTS. Au cœur des échanges, les anémies et les cancers, des pathologies dont l'incidence ne cesse de croître et dont la prise en charge gagnerait à être davantage améliorée. La CIOTS s'y est engagée depuis sa création en 2012. C'est très important pour la Côte d'Ivoire d'avoir une telle société qui réunit donc tous les spécialistes des maladies du sang et tous les spécialistes du cancer. On sait que ce sont des pathologies, ce sont des maladies, je dirais, qui ont un fort impact dans nos populations. Lutter contre les maladies cancéreuses, les maladies du sang et du système immunitaire en Côte d'Ivoire, en initiant et promouvant les activités de recherche et de soins médicaux. La CIOTS mise aussi sur la synergie des savoirs, une soixantaine de présentations et communications réalisées lors de ce congrès qui a réuni d'éminents spécialistes originaires d'Afrique et d'Occident. Nous voulons voir, en invitant tous nos collègues spécialistes, quel est l'état d'avancement, n'est-ce pas, des travaux et qu'est-ce qu'on peut faire à notre niveau. Nous avons besoin de moyens, n'est-ce pas, pour optimiser vraiment la prise en charge de nos malades, notamment la radiothérapie. Il nous faut un centre de cancérologie et il nous faut également la greffe de moelle osseuse, qui sont des outils indispensables pour permettre à ce que nos parents, n'est-ce pas, puissent guérir du cancer. Il ne faudrait pas qu'on soit toujours en train d'évacuer les malades outre-Atlantique. Les besoins sont encore nombreux, toutefois l'espoir semble permis au regard des progrès réalisés en Afrique en matière de diagnostic, de traitement mais aussi de formation. Les anémies et cancers restent une préoccupation croissante pour les praticiens des pays en développement. En Côte d'Ivoire, 16 000 nouveaux cas de cancer sont attendus chaque année selon le registre oncologique d'Abidjan. Le tableau est tout aussi sombre concernant l'anémie. L'OMS estime sa prévalence à 30% chez les enfants de moins de 5 ans, alors que la sécurité transfusionnelle est loin d'être garantie aux populations. Deuxième grand titre de cette édition, les députés s'engagent dans la lutte préventive contre l'épidémie de la maladie à virus Ebola. Ils ont été formés par les experts de l'Institut national d'hygiène publique du ministère de la Santé. Christelle, mais non, plutôt Gabriel Zani. La menace de la maladie à virus Ebola est réelle. Plus de 2000 décès dus à la maladie en seulement 7 mois au Libéria et en Guinée, des pays frontaliers. Le virus est aux portes de la Côte d'Ivoire. La vitesse de sa propagation et la facilité de contagion interpellent les députés. Un comité de veille a vu le jour au sein du Parlement. Les membres de ce comité se forment sur la lutte préventive contre l'épidémie. Notre objectif, c'est d'être formés pour répercuter l'information au niveau du terrain. Parce que pour nous, il n'y a pas mieux que le député élu de la population, représentant de la population, pour passer le message de la sensibilisation. Élu du peuple, le député est un maillon essentiel de la sensibilisation des populations. Face à l'ampleur de la menace du virus Ebola, les parlementaires ivoiriens ont décidé d'accompagner le gouvernement dans son action de sensibilisation en mettant en place un comité de veille. Dans leurs actions, les députés comptent amener le gouvernement à adopter des mesures d'accompagnement pour éviter la paupérisation des habitants des zones rurales. Nos prochaines actions se feront dans nos différentes localités. Il s'agira, comme indiqué plus haut, de sensibiliser nos populations sur la menace de la fièvre hémorragique à virus Ebola. Et pour cela, nous avons besoin de l'appui de tous afin que les résultats escomptés puissent être atteints. Ce projet de formation se fait avec l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement et l'Organisation mondiale de la santé. Après, les députés suivront la formation des policiers et la sensibilisation dans les gares routières et les écoles. Durant 3 mois, 2337 policiers seront répartis dans les commissariats frontaliers, à l'aéroport, au port et à la gare ferroviaire, avec pour mission empêcher l'entrée du virus en Côte d'Ivoire.
Et cette information, un missionnaire catholique espagnol Manuel Garcia a été contaminé par le virus Ebola en Sierra Leone. Il est le deuxième ressortissant espagnol à être contaminé par le virus. Il a été rapatrié dans la nuit du dimanche à ce lundi en avion militaire à Madrid, où il est hospitalisé à l'hôpital Carlos III. Âgé de 69 ans, frère Manuel Garcia Biero est médecin spécialisé en médecine tropicale. Il est directeur de l'hôpital de l'ANSA depuis 12 ans en Sierra Leone. Autre information pour la formation continue des instituteurs, le ministère de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique veut expérimenter une nouvelle méthode. Il s'agit de l'IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des instituteurs. Plus de détails avec Emmanuel Mier. Une nouvelle approche de la formation continue des instituteurs en expérimentation. Ce dispositif innovant qu'est l'IFADEM, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres, vise à améliorer la formation continue des instituteurs. Jusqu'à présent, la formation des enseignants est basée sur le présentiel, c'est-à-dire l'encadreur se déplace vers l'enseignant ou l'enseignant se déplace vers l'encadreur. Et ces déplacements ont un coût que la Côte d'Ivoire ne peut pas supporter durablement. D'où l'intérêt d'introduire une autre forme de formation continue, qui est la formation à distance, qui nous permettra de faire des économies qui vont être réinvesties dans la documentation pédagogique. Pour cette phase expérimentale, 2 directions régionales de l'éducation nationale et de l'enseignement technique ont été choisies. Il s'agit de Gagnoa et Abengourou. 596 instituteurs adjoints sont concernés pour cette phase pilote. La formation débutera du lundi 22 au mercredi 24 septembre au CAFOP d'Abengourou et du lundi 22 au samedi 27 septembre au CAFOP de Gagnoa. La formation dure 9 mois, de septembre 2014 jusqu'à juin 2015. Au terme de ce parcours de formation, il y aura la certification de la formation. Elle sera diplômante et en plus, elle va être prise en compte dans la carrière des enseignants. Le dispositif de formation de l'IFADEM est hybride. Il allie la formation en présentiel et la formation à distance. Le projet IFADEM a été conçu en 2008 par l'Organisation internationale de la francophonie OIF et l'Agence universitaire de la francophonie AUF pour aider les États membres à atteindre les objectifs d'une éducation de qualité pour tous. À ce jour, 8 pays sont bénéficiaires de l'IFADEM, dont la Côte d'Ivoire. Et nous allons rester dans le domaine éducatif. La rentrée scolaire 2014-2015 a été fixée, vous le savez, au 15 septembre dernier. Et les cours ont donc repris dans plusieurs localités, mais à Diaké, la rentrée n'est pas encore effective. Les parents d'élèves traînent, faute de moyens financiers. Les enfants de la communauté Rasta d'Abidjan peuvent effectuer leur rentrée scolaire en toute tranquillité. Ils ont reçu des kits scolaires de la part de l'organisation non gouvernementale Onclobacan. Franck Quadio. Des kits scolaires pour les enfants des Rasta du district d'Abidjan. L'initiative est singulière. Elle est de l'ONG Onclobacan qui a posé ses valises à Vridi et à Cocody Centre. Dagri Marie-Geneviève veut par cette action permettre aux enfants de la communauté Rasta, les parents souvent en proie à quelques difficultés financières, de débuter la rentrée scolaire sous de bonnes dispositions. Je suis enfant Rasta de Cocody. Je remercie Maman Onclobacan pour les kits scolaires. Yopougon, Adjami, Abobo, des enfants venus de différentes communes d'Abidjan. Cette ONG entend poursuivre son action au sein de cette même communauté, en ligne de mire les fêtes de fin d'année. Le ministère de l'Environnement poursuit son opération de déguerpissement des populations vivant dans les quartiers précaires du district d'Abidjan après les dégâts causés par les récentes pluies diluviennes. Et cette opération décidée par le gouvernement revêt un caractère très important pour l'esthétique urbaine de la ville d'Abidjan. Des images de ce déguerpissement dans nos prochaines éditions.
La direction des cantines scolaires a remis à la coopérative Djegeya Dodjene l'unité semi-industrielle de production d'Atieke Adja Nabito Sissé. Sa valeur, 55 millions de francs CFA. Cette unité va contribuer à l'amélioration des conditions de travail des groupements mobilisés autour des cantines scolaires. Koné Pargasoro et Magnamia. Par ce geste, le préfet de la région du Kabadougou, représentant la ministre de l'Éducation nationale et de l'enseignement technique, Kandia Kamara, vient de remettre officiellement l'unité semi-industrielle de production d'Atieke, Adja Nabitou Sissé, à la coopérative Djegeya Dodjene. Les femmes de cette coopérative ont pris la responsabilité d'approvisionner les cantines en vivres, et particulièrement en bon Atieke de chez nous. L'unité de production d'Atieke Maman Adja Nabitou Sissé procurera des bénéfices économiques durables à la région du Tenguele. D'une valeur de plus de 55 millions de francs CFA, cette unité de production d'Atieke permettra l'autonomisation graduelle de la gestion et de l'approvisionnement intégral des cantines en produits locaux. Quand elles vont produire l'Atieke, elles vont vendre une partie de l'Atieke et une partie de l'Atieke va revenir aux enfants des cantines scolaires de la ville d'Odjene. Les responsables de la coopérative Djegeya Dodjene s'engagent à en faire bon usage. L'usine est là pour le développement et diminuer la pauvreté à Odjene. Je promets à Madame la ministre de prendre l'usage de cette unité de production d'Atieke. La présidente de cette coopérative a reçu des mains du préfet des régions la convention et les clés de l'unité semi-industrielle de production d'Atieke Adja Nabitou Sissé. Une visite des locaux et la remise d'échantillons d'Atieke de cette unité aux autorités a mis fin à la cérémonie. Le département de Dikodougou dans la région du Poro va abriter un projet de production intensive de maïs à grains jaunes. Ce projet est évalué à 12 milliards de francs CFA. Il va démarrer lors de la campagne 2014-2015. La filière maïs va contribuer à la valorisation des potentiels économiques, notamment celle de l'agriculture, tant elle constitue un maillon extrêmement important pour l'alimentation humaine et l'élevage moderne à haut rendement. En témoigne l'investissement en cours de l'entreprise agroalimentaire CIPRA avec son projet de production intensive de maïs à grains jaunes. Le projet va être exécuté sur le site de l'ex-ferme sémencière de Wamiesouka dans le département de Dikodougou. Estimé à 12 milliards de francs CFA, il démarre ses activités à la campagne 2014-2015. Le Premier ministre Daniel Kabla-Dankan y a effectué le déplacement pour le lancement officiel de ce projet. Occasion pour les élus de la région du Poro d'exprimer leur joie pour cet investissement qui profitera à leur population rurale. Le président du conseil d'administration de l'entreprise, lui, revient sur les impacts de son projet. Notre projet consistera donc à mettre en œuvre sur le site de Wamiesouka une production intensive en régie propre de 5500 hectares de maïs grain à haut rendement. Parallèlement, nous conduirons un programme de promotion de parcelles villageoises pour une superficie au moins équivalente dans un premier temps et dont l'ensemble de la production villageoise sera racheté par notre société, la CIPRA. Le ministre en charge de l'agriculture, Mamadou Sangafoua Koulibaly, a signé l'accord cadre qui va sceller le partenariat entre la CIPRA, promoteur du projet, et l'État de Côte d'Ivoire. Le Premier ministre Daniel Kabla-Dankan salue l'initiative de la CIPRA qui, selon lui, devra être suivie par les autres entreprises. Ce projet va permettre dans un premier temps la réalisation d'un investissement de 18,8 milliards de francs CFA pour une production de 47 500 tonnes de maïs grain sur 10 000 hectares. Dans une seconde phase, le niveau d'investissement prévu est 45 milliards de francs CFA pour une production de 135 000 tonnes de maïs grain sur 30 000 hectares. Ça va générer 550 emplois directs. En plus, le projet prévoit l'encadrement direct de 20 000 hectares de plantations villageoises. Il touchera ainsi 20 000 familles et permettra à environ 120 000 personnes d'améliorer leurs conditions de vie. Une visite de la plantation expérimentale de maïs a mis fin à la cérémonie.
Et c'était un reportage de Charles Tatou de RTI Boaké. Le village d'Akradio, situé dans la sous-préfecture de Dabou, est engagé sur le sentier du développement. Plusieurs actions sont menées pour y arriver. Kwasi Mamadou. Akradio, village à Djoukrou, situé dans le département de Dabou, lutte pour son essor économique. L'histoire de ce village du sud de la Côte d'Ivoire se confond selon les témoignages à celle de la victoire des éléphants à la Coupe d'Afrique des Nations en 1992 au Sénégal. Depuis quelques années, une mutuelle de développement est mise sur pied pour coordonner les actions de développement de ce village. Désormais, les destinées de la mutuelle ont été confiées à Aimé Bois. Il bénéficie du soutien de la chefferie traditionnelle et de celui de tous les fils et filles d'Akradio. Il s'engage à faire de son village une terre de prospérité, de solidarité et de paix pour le bien-être des populations. Plusieurs projets de développement ont été enregistrés, notamment le renforcement des capacités d'accueil du centre de santé et de l'école primaire, avec du matériel sanitaire et didactique. À cela s'ajoute la construction prochaine d'un foyer de jeunes. Pour la réalisation de tous ces projets, l'équipe dirigeante bénéficie du soutien du ministre d'État, ministre du Plan de Développement, représenté par Laurent Tchagba. Au nom du ministre Albert Maboutou-Akes, il a invité la population d'Akradio au travail, à l'union et à la solidarité. Laurent Tchagba demande au peuple à Djoukrou de soutenir les actions de développement du président de la République, Alassane Ouattara. Il souhaite également que tous s'organisent pour lui accorder un second mandat, afin qu'il achève ses projets de développement initiés sur l'ensemble du territoire national. Tout à fait autre chose et parlons du Carnayop qui est désormais une tradition à Yopougon. Cette activité culturelle veut faire de la commune de Yopougon une destination touristique, nous dit Serge Collia. Le Carnayop, le carnaval de Yopougon est de retour. Carnayop est un événement populaire, culturel et touristique. Pour cette année, l'objectif des organisateurs est de promouvoir la culture et le tourisme ivoirien à travers la musique et la gastronomie. Le commissariat général entend faire de Carnayop 2014 une véritable fête. Carnayop 2014 se tient du 18 au 21 décembre 2014. Nous devons mettre en avant notre culture, nous devons faire la promotion du tourisme de la Côte d'Ivoire. Nous avons beaucoup à démontrer et nous estimons qu'il nous faut une plateforme qui nous aide à faire la promotion de cette culture. C'est pour ça que nous avons jugé nécessaire de relancer Carnayop et de rendre Carnayop un événement international. Le carnaval sera marqué par différentes activités, notamment un défilé populaire, un concours gastronomique qui met en évidence les mets ivoiriens. Un concert ivoire, un spectacle tradimoderne en live. Au chapitre des innovations, on peut noter également l'organisation d'un concours Miss Carnayop. Carnayop 2014 sera aussi l'occasion de célébrer les 20 ans de la rue Princesse de Yopougon. Nous vous le disions dans nos titres, un an après l'attaque de Westgate, un supermarché de Nairobi, par des terroristes, le Kenya rend hommage aux victimes. Regardez. Prière et émotion pour ces employés du supermarché Nakumatt de Nairobi. Ils ont tenu à être ensemble pour commémorer l'anniversaire de l'attaque du centre commercial Westgate, il y a un an jour pour jour, qui a fait 67 morts. Nous nous souvenons tous de ce qui s'est passé. Nous essayons de prier pour les familles des personnes qui ont été touchées, d'être unis et d'avancer. Tout le pays se remémore ces heures tragiques. Inaugurée par la Première Dame, une exposition propose des témoignages des rescapés, des photos du drame et rend hommage aux victimes. Pas question pour les Kenyans d'oublier. L'unité que nous montrons en ces temps de crise ne doit jamais être oubliée. Et comme je l'ai dit à maintes reprises, il faut toujours faire attention aux nôtres. Nous ne nous laisserons jamais intimider par ces actes de lâcheté. Un an après le drame, la vie à Nairobi n'est plus la même. Les mesures de sécurité ont été renforcées, les contrôles se multiplient à l'entrée des magasins, dans les gares routières ou sur les grands axes. L'atmosphère a bien changé. Nous pouvons augmenter la sécurité, mais la peur est dans les esprits. C'est difficile de retrouver la quiétude après avoir eu aussi peur. Je suis plus attentive, je fais attention avec qui je marche, qui est à côté de moi, s'il a bien passé les contrôles de sécurité. Chacun garde ancré au plus profond de lui ces 4 jours interminables, durant lesquels un commando de terroristes
se revendiquant des islamistes shebab somaliens, s'est emparé d'un centre commercial. Après avoir tiré au hasard dans la foule, faisant d'innombrables victimes, ils se sont retranchés dans le bâtiment jusqu'à l'assaut final. De nombreuses zones d'ombre demeurent sur l'identité précise des terroristes. Le procès des complices piétine et les responsables des défaillances des forces de sécurité n'ont pas été inquiétés. Et c'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.